Good Morning Business, le grand débat. Le grand débat qui à 8h37 a déjà commencé depuis au moins 2 ou 3 minutes sur ce plateau avec Emmanuel Le Chypre, Laurent Neumann et Wilfried Galland. On va parler des retraites, la réforme de trop. Est-ce que le gouvernement va dans le mur? Est-ce qu'il faut la faire cette réforme? Allez, Laurent qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Laurent Neumann. En gros, si je résume, 2 tiers des Français sont contre cette réforme, 100% des syndicats sont contre, la totalité des oppositions sont contre, et on découvre depuis plusieurs jours que même à l'intérieur de la majorité, certains ont plus que des réticences. François Bayrou explique qu'on n'a pas fait le travail de pédagogie. Emmanuel Macron lui-même en est arrivé à se dire finalement ces 3 mois de concertation n'ont pas servi à grand-chose. Maintenant, on y va. En gros, on présente ce projet. Normalement, ça devrait être le 11 janvier en Conseil des ministres, Assemblée puis Sénat. L'idée, c'est que le projet soit entré en vigueur à l'été 2023. Dans les conditions telles que je viens de les décrire, franchement, on a du mal à voir l'issue. Et je ne parle pas de la rue, puisque à partir de janvier, dès que le projet sera connu, évidemment, il y aura sans doute des manifestations à l'appel de la totalité des syndicats. Faire une réforme comme celle-là sans avoir au moins un syndicat réformiste dans sa poche, franchement, c'est une gageure. Je ne vois pas très bien où on va. Oui, mais c'est pour ça que ce matin, on fait des appels du pied à la CFDT pour essayer de s'entendre. On montre le volet social sur la pénibilité, les carrières longues. Non, Emmanuel, vous dites non? Alors, d'abord, non, mais d'abord, je voudrais rassurer Laurent. Premier point, chaque réforme des retraites, c'est toujours fait contre l'avis des Français, contre l'avis des syndicats et contre l'avis de toutes les oppositions. Ça n'a pas empêché que ces réformes se sont faites les unes après les autres et que chaque gouvernement... Pas toujours, en 95, ça n'a pas très bien fonctionné. D'accord, mais parce que ça, on a touché aux intérêts catégoriels des cheminots. Rappelez-vous la grande réforme de 93 d'Édouard Balladur, elle est passée en loose day en plein milieu de l'été. Personne n'a rien dit. Là, on va remettre en cause les régimes spéciaux. La réforme Fillon, donc pareil. C'est bien les intérêts catégoriels. C'est pour ça d'ailleurs que dans la rue, ça risque d'être assez fort. Oui, mais enfin là, encore une fois, les régimes spéciaux, on les remet en cause, mais pour les nouveaux salariés, c'est quand même nouveau. C'est quand même une concession majeure. La clause du grand-père. Voilà, c'est l'idée que tous les gens qui sont aujourd'hui dans la vie active ne seront pas touchés par cette réforme. Donc moi je pense que ça va secouer un peu, mais qu'il y aura des aménagements qui font que ça va passer. Et je pense pas que le corps social soit en état de se mobiliser très fortement pendant longtemps contre cette réforme des retraites. En tout cas, si on fait cette réforme, c'est à cause de lui, à cause de Wilfried Galland, parce que ce sont les marchés financiers qui réclament au gouvernement une réforme des retraites. Est-ce que vous exigez cette réforme? Éric Coquerel a dit c'est le FMI. Vous les marchés, Wilfried Galland. Merci beaucoup, vraiment, j'apprécie beaucoup et ça me touche comme vous me dites. Non, ce qui se passe avec la réforme des retraites, c'est que c'est un enjeu qui est effectivement plus large pour l'économie française. C'est comment est-ce qu'on augmente la quantité de travail dans l'économie? Le problème est important. Voilà, le problème de fond, il est là. Et on sait très bien que individuellement, les Français travaillent beaucoup. Que la productivité, elle est largement au niveau de nos voisins européens. Que le seul souci, c'est qu'on n'a pas suffisamment de gens au total au travail, à la fois au début de la vie active, et donc ça c'est tout le travail autour de la formation, de l'apprentissage qui est fait depuis déjà quelques années, et puis à la fin de la vie active. Et c'est pour ça que la réforme des retraites est importante, mais elle ne peut être très importante pour ce volume de quantité de travail que si effectivement elle est accompagnée d'un volume d'emploi des seniors. C'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas dire juste on repousse l'âge de la retraite à 65 ans et ça va se faire automatiquement. Néanmoins, pour tous ceux qui pensent, et je sens qu'il y a sur le plateau des sceptiques, que en fait reculer l'âge de la retraite ne change rien, c'est évidemment totalement faux. C'est-à-dire que toutes les réformes qui ont été faites depuis l'âge de 60 ans, en poussant à 62, etc., montrent que lorsqu'on décale l'âge de la retraite, mécaniquement, on augmente le volume de seniors au travail. Donc il faut travailler encore davantage que l'aspect mécanique, mais mécaniquement ça se fait. Donc ça, c'est vrai que ça augmente la production, ça augmente nos volumes de recettes, de cotisations sociales, de volumes d'impôts, et ça règle énormément de problèmes de l'économie. Ça règle énormément de problèmes de l'économie. Et moi j'ai la faiblesse de penser qu'on ne peut pas faire de réforme contre les gens. Souvenez-vous, la première réforme des retraites d'Emmanuel Macron, elle est juste, mais elle est absolument illisible. Personne n'y comprend rien. Beaucoup de députés la regrettent. Cette fois-ci, c'est le contraire. Là, repousser l'âge légal de la retraite, c'est extrêmement lisible. Tout le monde a compris. D'ailleurs, les gens sont contre. Mais en revanche, c'est totalement injuste. Vous disiez travailler plus.
pourquoi pas, on peut discuter de cette question. Mais pourquoi en repoussant l'âge légal? Le vrai sujet, la variable la plus importante, c'est la durée de cotisation. C'est pas à quel âge vous devez prendre votre retraite, c'est combien de temps vous allez travailler. Et là, cette question-là, elle est peut-être au cœur de la future négociation qu'il pourrait, je mets du conditionnel, y avoir avec la CFDT. Entre 64 et 65, quoi. Oui, on n'est pas sur une marge. Oui, mais l'idée, c'est de repousser, d'augmenter la durée de cotisation. Ça, à la limite, ça peut se discuter, ça peut se justifier même. Mais repousser comme ça, ex nihilo, dire on passe de 62 à 64, 65, ah non, parce que évidemment, la carrière professionnelle n'est pas la même pour tout le monde. Dites à une infirmière qui soulève des gens tous les jours. C'est prévu, mais c'est pas vrai. Mais non, une infirmière, elle n'a pas commencé à 16 ans, c'est pas vrai. Elle a commencé à 22 ou 23 ans, donc elle n'est pas pénibilité. Il y a la pénibilité. Eh ben, j'attends de voir. Non, mais l'argument dont je supporte plus, c'est cette histoire de pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. C'est-à-dire que quand on entend François Bayrou qui dit y a pas, mais quelle pédagogie, ça fait 40 ans qu'on parle de la réforme des retraites, qu'on a tous les tenants et aboutissants. Les gens sont contre. Bien sûr que oui, il faut faire des réformes contre les gens. Il a été élu sur un programme présidentiel, les gens ont voté pour lui, il prend personne en traite. Non, cet argument-là tient pas, pardon. Mais bien sûr que si. Non, mais bien sûr que si. Et concerté avec qui? Avec des gens qui sont jamais d'accord pour faire ça me rappelle quelque chose. Mais non. Donc il y a un moment où quand on a été élu sur un programme, on fait passer son programme, on a eu la majorité et puis voilà. Cet argument-là et on ne passe pas son temps à discuter. Cet argument ne tient pas pour deux raisons. D'abord, en 2017, il n'avait pas parlé des retraites, il a quand même fait une réforme. Donc il faudrait savoir. Essayé. Ah bah oui, il a essayé. Elle était à deux doigts justement, d'être il a votée. appris. S'il Non, y mais avait justement, pas eu le il a Covid, appris en elle aurait été 2022. votée. Or, il ne l'avait pas promis en 2017. Premier argument. Deuxième argument, je vous fiche mon billet qu'aux législatives, les dernières, la majorité a sans doute perdu 30, 40, 50 députés à cause de la réforme des retraites. Il ne s'est pas fait élire pour la faire. C'est le fait de l'avoir promis qui lui a sans doute fait perdre la majorité à l'Assemblée nationale. Mais malgré tout, il a quand même une majorité relative. Et si on ajoute tous ceux qui étaient pour une retraite à 65 ans, je rappelle quand même je rappelle quand même que les Républicains ont une retraite à 65 ans. Si vous faites la totalité de tous les députés qui ont été élus sur un programme de retraite à 64-65 ans, vous avez la majorité absolue. Pardonnez-moi, il a tellement pas un mandat pour faire voter cette réforme des retraites qu'ils sont déjà en train de penser à faire cette réforme dans un projet rectificatif de la loi de finances sur la sécurité sociale. Pour faire un 49.3. S'il avait un mandat, que ce soit un mandat des Français ou un mandat législatif à l'Assemblée, il ne serait pas en train de réfléchir à un 49.3. Il n'est pas interdit d'être prudent non plus. Voilà. Bon, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Allez, autre sujet, les valises remplies d'euros ou de dollars, on ne sait pas trop, du Qatar à l'attention de certains députés européens, notamment la vice-présidente du Parlement européen, l'une des vice-présidentes, une grecque, qui d'ailleurs est, je pense, en bonne compagnie en ce moment sous les verrous. Est-ce que c'est quelque chose qui discrédite l'Europe, le rôle des lobbyistes, le rôle de mélange des genres parfois, ou est-ce que c'est un cas isolé, Laurent? Déjà, ça discrédite celles et ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là. C'est sûr. Ça ne veut pas dire que les 732 députés du Parlement européen sont achetés, vendus ou achetés par la fenêtre. Vous savez comment ça marche, on se questionne globalement. Oui. Bon, en même temps, on ne va pas être naïf, on ne découvre pas qu'au Parlement européen, il y a du lobbying et que parfois... Oui, mais pas des valises de billets quand même. Et que parfois, ce lobbying franchit les limites. Pardon, on l'a vu à propos de certains députés, par exemple, qui sont accusés d'avoir fait de l'emploi fictif avec leurs propres assistants. Vous allez me dire, c'est pas le même sujet. Mais enfin, ça donne quand même une idée. Dans cette affaire, ce que je trouve absolument passionnant, c'est que si cette parlementaire n'avait pas été prise en flagrant délit... Il n'y avait pas d'affaire. Il n'y avait pas d'affaire parce qu'elle bénéficie d'une immunité parlementaire. Et donc, c'est une enquête... Je rappelle que c'est son père qui est allé chercher les valises de billets dans un hôtel. Absolument. Et on ne parle pas de petites sommes. Hein. Non, on parle de centaines de milliers d'euros. Emmanuel. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je pense que le Parlement européen, c'est une passoire à déontologie. C'est-à-dire carrément. Non, mais d'abord, je pense que les gens qui sont élus au Parlement européen... C'est quand même des personnalités que grosso modo les gens élisent sans les connaître, qui sont pas forcément... Il y a quelques stars et après il y a des inconnus. Stars, mais qui sont des stars la plupart du temps qui sont déchus dans leur pays, qu'on recase là pour leur faire plaisir. Et puis le reste, c'est des gens dont on sait quand même pas trop d'où ils viennent et les gens qui votent pour eux ne savent pas trop d'où ils viennent. Et puis il y a quand même énormément
de failles dans les procédures de contrôle au Parlement européen. Il y en a qui ont des activités de conseil. Et après, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes recasé dans des boîtes, quand vous êtes plus député européen? Et il n'y a pas tant que ça. Est-ce que c'était pas pour attirer ça, finalement? Il n'y a pas tant que ça de contrôle. Donc oui, c'est vrai qu'il y a quand même une disproportion entre l'immunité dont vous pouvez disposer et puis enfin, je veux dire, vous devez être. Il doit y avoir plus de garde-fous, de contrôle pour éviter ce genre de situation. Ce que je trouve formidable, c'est que de tous les élus, le parlementaire européen est celui qui est le mieux payé. Ouais. Et pourquoi est-il le mieux payé? Parce que personne ne veut y aller. Non, pas du tout. Non. Justement parce qu'on a voulu éviter les pressions, le lobbying, etc. Et donc on se rend compte que, étant très très bien payé, ça n'empêche pas que dans les 700 et quelques députés, il y ait quelques brebis galeuses qui, malgré de très bons revenus, continuent à prendre de l'argent à côté. C'est efficace. Vous avez vu que cette vice-présidente grecque du Parlement européen a quand même expliqué que le Qatar, c'était un modèle social pour les autres pays. Heureusement encore qu'effectivement c'était efficace. Enfin, c'est efficace, ça convainc qui? Ça convainc personne. Avant même d'avoir découvert qu'elle avait des valises de billets, les députés autour s'étaient pas dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est intéressant. Non, enfin, ils s'apprêtent à voter aujourd'hui un texte qui permet d'affranchir de visa quand même les citoyens du Qatar. Exactement. Donc c'est un texte législatif, ça. Moi, ce qui me frappe déjà, c'est que c'est le côté effectivement extrêmement artisanal. Enfin, c'est la corruption 1.0. Enfin, c'est peut-être on est loin. Vive l'argent liquide. On est loin des frais dans un monde sans cash. On est loin des crypto-monnaies de FTX et de Ledger. Hein. Enfin, c'est juste la bonne vieille valise. La bonne vieille valise. Moi, on est de la bonne génération. Ça me rappelle effectivement l'affaire VAOM et le sac de billets retrouvé planqué au fond du jardin. C'était des francs à l'époque. Hein. Voilà, le sac de billets retrouvé enterré au fond du jardin. Ça donne une image. Ça donne plus une image d'amateurisme absolument inouïe des parlementaires européens. C'est très inquiétant pour l'image de l'Europe et de la démocratie européenne. Et c'est très important effectivement, au moment où, depuis des années, on travaille justement pour donner la légitimité au Parlement européen, pour dire ce n'est pas une assemblée de technocrates qui, après, convainc des chefs d'État de prendre des décisions dans le coin sans avoir de contrôle démocratique. Le Parlement européen, c'est le plus important. D'ailleurs, il y a de plus en plus de co-législation européenne, etc. Et là, on se retrouve avec cette affaire-là. Franchement, c'est vrai que pour la crédibilité de la démocratie européenne, c'est une catastrophe. Sujet qui va moins intéresser Laurent Neumann, mais vous avez le droit de rester avec nous. Un sujet qui ne m'intéresse pas. Oui, c'est une semaine importante pour les banques centrales. On a la Fed, la Banque d'Angleterre, la BCE. Il y a une grève, Wilfried, à la BCE. Même à la BCE, on prévoit potentiellement de se mettre en grève pour des augmentations de salaire. À la BCE, ils n'arrivent pas à recruter. Bon, non, mais juste la question. Comme quoi, les employés de la BCE sont des êtres humains comme les autres. Exactement, les pauvres, ils ne doivent pas payer beaucoup d'impôts. Une question quand même sur cette hausse des taux qui arrive côté américain, côté européen. Est-ce qu'il faut continuer comme ça, augmenter les taux pour essayer de maîtriser une inflation qui continue quand même à couver sous la braise? Alors, pour moi, j'espère qu'on va vite arrêter de monter les taux. Je pense qu'on est allé déjà très loin. Je pense qu'il y a un effet de latence très important entre le moment où on monte les taux et le moment où effectivement on a le refroidissement lié à cette hausse de taux dans l'économie réelle, qu'on est en train de se rendre compte que l'économie d'abord ralentit très fort partout, que l'inflation, quand on regarde les indicateurs avancés d'inflation, que ce soit les indicateurs en termes d'enquête ou que ce soit les indicateurs plus durs sur le prix des matières premières, le prix du transport maritime, le prix de tous les intrants, est en train de baisser très très vite, véritablement très très vite, en particulier aux États-Unis. Bon, en Europe, c'est un peu plus compliqué avec les prix de l'énergie, mais on est en train quand même d'avoir une dynamique d'inflation qui baisse très rapidement. Et même en Europe, je prends un pays comme les Pays-Bas qui était véritablement très très exposé à l'inflation. On était à 17% d'inflation aux Pays-Bas il y a 2 mois. On est à 9%. En 2 mois, on est passé de 17% à 9%. Certains ne parlent pas de ralentissement. Moi, je parle quasiment d'un effondrement de ces indices d'inflation. Donc, il est important effectivement de faire une pause. Moi, je pense que pour la crédibilité de la politique européenne, ce serait, et de la politique monétaire en général, faire une pause en disant, effectivement, on fait une dernière étape au mois de décembre, et ensuite, on attend de voir comment est-ce que l'économie va absorber ce choc, qui est un choc considérable en termes de coût de financement de l'économie. Il n'y a qu'à voir l'immobilier qui souffre énormément. Il est temps effectivement de s'arrêter un peu et de dire comment est-ce que tout ceci va être absorbé par les ménages, les entreprises, les États, et ne pas envoyer le monde en récession juste pour avoir un chiffre de 3% d'inflation. Si on est un petit peu au-dessus, c'est pas très grave. Emmanuel, vous partagez l'avis de Wilfried? Totalement. Moi, je pense que la hausse de taux, l'essentiel est derrière nous, et que c'est même pas exclu qu'en 2023, il y ait des baisses.
Ah oui. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord avec. Ah, c'est rapide quand même comme. Non, parce comme que on va tangenter sur l'activité, on va faire du 0 plus ou du 0 moins à peu près partout. Et sur l'inflation, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va terminer l'année beaucoup plus bas qu'on l'a entamé, puisque tous les germes de l'inflation conjoncturelle sont en train de mourir les uns après les autres. Et ça va aller très très vite. Donc politiquement, ça va être le début d'année, rappelons-le, en France, va être très compliqué à gérer, parce que on voit bien d'ailleurs dans les indices européens, la décrue, elle est amorcée. Nous, on va être victime en fait de la disparition des boucliers qui vont nous rajouter 1 point d'inflation en début d'année. Donc par rapport au climat social difficile du début d'année, ça va être une complication supplémentaire. C'est-à-dire que tout l'argument qui a consisté à dire ah mais attendez, regardez, on a 2 points d'inflation de moins que le reste de l'Europe, c'est formidable. Ce qui va se passer en début d'année, c'est que l'inflation française va sans doute être supérieure. Je suis pas entièrement d'accord avec vous. C'est pourquoi? Parce que finalement, on va enlever les boucliers au moment où le prix de l'énergie a baissé. Donc on ne va pas réactualiser le prix de l'électricité et du gaz comme l'ont fait nos voisins européens l'an dernier. Non, mais ça veut dire que quand vous allez passer quand même de 4 à 15%, c'est les effets de base en fait. Oui. Sur l'essence, ça ira mieux. Sur l'essence, ça ira mieux. Et puis Laurent, ce qui va être compliqué, c'est les prix de l'alimentaire aussi. Évidemment, c'est ce que j'allais dire. On est tous focalisés sur les prix de l'énergie, 15% sur le gaz et l'électricité. Enfin, moi, j'écoute ce que disent les grands distributeurs. Ils nous annoncent, c'est le mot de Michel-Édouard Leclerc, un tsunami d'inflation à partir de la fin de l'année, début janvier. Début janvier. C'est quoi un tsunami? C'est des chiffres à plus 10, plus 12, plus 15, en tout cas sur les produits du quotidien. Et chez les grands distributeurs, on se rend compte que ce sont les premiers prix qui augmente le plus. Donc ça veut dire que c'est la double peine pour les plus pauvres, les plus modestes. C'est-à-dire non seulement ils subissent l'inflation que tout le monde subit, mais en plus cette inflation est supérieure chez les produits les produits qu'ils ont l'habitude d'acheter au quotidien. Parce que souvent les marges sont plus Absolument. réduites. Donc bonne chance pour la rentrée sociale. On parlait de la réforme des retraites. Vous voyez, on a bouclé la boucle. Faire cette réforme dans ce contexte d'inflation, éventuellement de pénurie d'énergie, à mon avis, le timing n'est pas bon. Mais je sais qu'Emmanuel me dira que le timing est jamais bon pour faire une réforme des retraites. Un petit mot quand même sur le CPF, parce que c'est quand même une actualité forte aussi du week-end. Cet amendement qui prévoit que désormais, pour avoir le droit à une formation dans le cadre de son CPF, il faudra mettre la main à la poche, une sorte de ticket modérateur qui sera demandé aux salariés qui demandent à être formés. Emmanuel, c'est logique. Alors, ceux qui, comme moi, étaient contre la précédente réforme du compte personnel de formation, vous vous souvenez quand on a transformé des heures en argent, ça a très bien marché. Résultat des courses aujourd'hui, on dit attendez, on a oublié de vous dire, maintenant que c'est en argent, il va falloir aussi payer. Voilà, ça on nous l'avait pas dit au moment de faire la réforme. C'est que ça a marché trop bien, en fait, Emmanuel. Enfin, ça marchait trop bien, ça a coûté trop cher, parce que c'était quand même le grand n'importe quoi. Oui. Donc tout ça pour quand même apprendre. On aurait pu réguler l'offre. Non mais tout ça pour passer le permis de conduire et apprendre l'anglais, parce que grosso modo c'est. C'est bien ça. D'accord, mais alors ça c'est 2 mauvais exemples. Mais oui, c'est bien ça. En revanche, pour devenir naturopathe, comme dirait Laure, c'est les formations les plus demandées. Donc voilà, donc c'est très bien. Mais si vous voulez passer votre permis de conduire, vous pouvez un minimum financer. Je suis content quand je suis d'accord avec Emmanuel. Voilà, non mais moi je suis pas d'accord. On aurait dû réguler l'offre. C'est un rapport coût-efficacité qui n'est pas bon. Voilà.